Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler des calculs biliaires ou des lithiases biliaires. De nombreuses personnes ne savent pas ce que c'est que les calculs biliaires. Nous avions donc pensé inviter pour vous un spécialiste, un habitué de Panorama. Il s'agit de Dr Michel Franklin Mitsomoy, qui est un chirurgien polyvalent. Et dans sa spécialité, dans ses différentes spécialités, il a effectivement l'autorisation de parler de tout ce qui est sphère digestive parce qu'il est chirurgien viscéral ou chirurgien digestif. On estime de 16 à 20 millions le nombre de personnes atteintes de calculs biliaires aux États-Unis. La plupart de ces calculs sont si minuscules qu'ils sont littéralement chassés à travers l'appareil digestif sans aucun symptôme. Les calculs biliaires se développent dans la vésicule biliaire, un petit organe en forme de poire situé du côté droit du corps, sous le foie. La vésicule biliaire est reliée au foie et aux intestins par le biais de petits canaux ou conduits. Elle sert de réservoir de stockage de la bile produite par le foie. La bile est un liquide enzymatique ou suc digestif qui contribue à la fragmentation par le corps des aliments ayant une teneur élevée en graisse. Lorsque des aliments gras sont consommés, la bile chemine dans les voies biliaires excrétrices jusque dans l'intestin grêle pour faciliter la digestion. La bile se compose de divers éléments tels que l'eau, le cholestérol, les graisses, les sels biliaires et la bilirubine. Si ce mélange est déséquilibré, par exemple parce qu'il contient trop de cholestérol, il se forme des cristaux qui durcissent dans la vésicule biliaire. Si les cristaux ou calculs continuent de croître, une douleur intense est ressentie lorsqu'ils traversent les minuscules lumières des conduits et passent dans l'intestin grêle. Les calculs biliaires se manifestent par des symptômes tels qu'une douleur soutenue et forte dans le haut de l'abdomen, des nausées et des vomissements. Le traitement des calculs biliaires impose de faire appel à un médecin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais présenter très rapidement mes condoléances à toute la famille de la presse congolaise est éprouvée pour avoir perdu un ami, un frère, un collègue. Il s'agit de notre cher aîné, Péné Delmas, qui a été un grand chroniqueur culturel, un grand journaliste, qui nous a beaucoup affectés, personnellement moi, puisque j'avais des rapports un peu assez particuliers en tant que petit frère à ce grand journaliste qui m'a tant conseiller, qui m'a tant orienté à sa manière, à sa famille, à tous ceux qui l'ont connu. Je dis simplement les condoléances. Dieu a donné et Dieu a repris aussi. La vie continue ainsi et nous pensons que Dieu lui réservera une place de choix par rapport à tout ce qu'il a fait et qu'il a réalisé comme œuvre sur cette terre des hommes. Docteur, les vésicules biliaires, parlons-en. C'est quoi les vésicules biliaires ou les calculs biliaires? On peut dire ça comme ça. Oui, effectivement, on peut dire les calculs biliaires. Lithiase vésiculaire ou calcul biliaire. Tout à fait. Voilà. Lithiase vésiculaire, calcul biliaire ou les cailloux. Les cailloux. Hein? Donc, alors, les lithiases vésiculaires, c'est quoi? C'est la formation des cailloux dans l'intérieur de la vésicule biliaire, qui n'est autre qu'un petit organe situé à la base inférieure du foie, qui fait partie du système excréteur des voies biliaires. Parce que les voies biliaires sont formées d'abord le foie lui-même, les canaux intrahépatiques, c'est-à-dire ceux qui sont dans le foie, et les canaux extrahépatiques. Et dans ces canaux extrahépatiques, nous avons les canaux gauche et droite qui vont s'unir pour former ce qu'on appelle l'hépatique commun. Après, c'est le canal cystique qui relie les voies biliaires principales avec la vésicule biliaire. Et on termine par le cholédoque qui est le canal appelé la voie biliaire fondamentale ou principale. Le foie, appelé glande hépatique, et la vésicule biliaire se trouvent au niveau de l'hypochondre droit, c'est-à-dire au-dessous de la dernière côte à droite du nombril, légèrement plus haut. La palpation de ces organes se fait au niveau de cette zone anatomique. La flèche bleue délimite précisément cette zone.
approchons-nous plus de cette zone de façon à mieux voir et étudier l'anatomie et le fonctionnement de la vésicule biliaire qu'il est possible de palper au niveau de l'hypocondre droit. La flèche bleue nous indique le lobe droit du foie, l'œsophage, l'estomac, la rate, le pancréas, le duodénum, la vésicule proprement dite, le côlon transverse et l'angle droit du côlon. Approchons-nous encore plus pour mieux comprendre les rapports anatomiques de l'hypocondre droit. La flèche bleue nous indique le foie, la vésicule biliaire proprement dite, la veine cave, le hile du foie, l'artère hépatique, le canal hépatique commun, une branche du canal hépatique, le canal cystique, appelé également cystique, la veine porte et le canal cholédoque ou cholédoque. Intéressons-nous plus précisément à la vésicule biliaire et voyons en détail son anatomie intime. Voici le fond de la vésicule biliaire. Les plis de la muqueuse, appelée également tunica mucosa, le corps, le col et la valve de Heister. La vésicule biliaire se contracte sous l'effet d'une substance, la cholécystokinine, CCK, qui est une hormone fabriquée par l'intestin. La bile, fabriquée par le foie, s'accumule à l'intérieur de la vésicule biliaire. Nous voyons ici la bile traverser l'ensemble du cholédoque et la flèche jaune nous indique le trajet parcouru par la bile qui vient s'accumuler à l'intérieur de cette minuscule citerne qu'est la vésicule biliaire. Puis la bile est éjectée en direction du duodénum. Pour mieux comprendre l'anatomie et le fonctionnement de la vésicule biliaire, il est nécessaire de connaître les noms des différents canaux biliaires. La flèche bleue nous indique successivement la vésicule biliaire, les deux canaux hépatiques, transportant la bile fabriquée par le foie, le canal cystique, permettant d'une part de remplir la vésicule biliaire de bile et d'autre part d'évacuer celle-ci à partir de la vésicule biliaire, le cholédoque qui fait suite au canal cystique, le canal de Wirsung qui transporte le suc fabriqué par le pancréas lui-même et le duodénum. Voyons maintenant, avant de pénétrer à l'intérieur du duodénum, les sphincters indiqués par la flèche bleue qui laissent ou pas pénétrer la bile à l'intérieur de cette partie de l'intestin, facilitant de cette façon la digestion des aliments. La flèche bleue nous indique cette fois-ci le duodénum, le cholédoque, le sphincter du cholédoque, le sphincter du canal de Wirsung et un canal pancréatique accessoire, ainsi que l'ampoule de Vater, qui est l'embouchure à la fois du cholédoque et du canal de Wirsung appartenant au pancréas. Nous allons maintenant pénétrer réellement à l'intérieur du duodénum et partir à la recherche de cette ampoule de Vater qui est constituée, rappelons-le, de la réunion du canal cholédoque provenant de la vésicule biliaire et du canal de Wirsung provenant du pancréas. Voici l'ampoule de Vater, on l'appelle également ampoule hépatopancréatique. À gauche, l'orifice du cholédoque, à droite, celui du canal de Wirsung. Pénétrons dans le cholédoque pour aller à la rencontre de la bile, en provenance de la vésicule biliaire. De la même manière, à droite, pénétrons également dans le canal de Wirsung, où nous allons rencontrer le suc pancréatique en provenance du pancréas. Suivons maintenant la bile, dans son cheminement à l'intérieur du duodénum. Elle part à la rencontre d'un aliment qu'elle va briser en de multiples morceaux de façon à favoriser la digestion de celui-ci. Nous avons matérialisé un aliment sous la forme d'une petite pyramide rouge. La bile va s'attaquer à celui-ci, puis le fragmenter pour permettre à l'organisme de l'assimiler sous forme de nutriments. Pour mieux saisir ce qui préside au remplissage et à la vidange de la vésicule biliaire, faisons un schéma explicatif, pour cela supprimons les organes inutiles à la compréhension de ce schéma. La bile est fabriquée dans le foie. Elle est matérialisée ici par la petite bille verte qui descend en direction du duodénum en passant par le canal hépatique et par le cystique. Nous venons de voir que la bile ne peut pas pénétrer à l'intérieur du duodénum. En effet, le sphincter du canal cholédoque lui en a interdit l'entrée.
Dans ce cas, elle remonte en direction de la vésicule biliaire où elle va s'accumuler à l'intérieur de cette petite citerne. Dès cet instant, à partir de la vésicule biliaire, la bile emmagasinée est susceptible d'être libérée en cas de besoin. La vésicule biliaire se contracte sous l'effet d'un produit, la cholécystokinine, CCK. Il s'agit d'une hormone fabriquée par l'intestin qui est libérée dans le sang quand un bol alimentaire acide contenant de la graisse entre dans le duodénum. Nous voyons à présent la bile libérée par la vésicule biliaire après avoir reçu la stimulation par la cholécystokinine autorisée à pénétrer à l'intérieur du duodénum où elle part à la rencontre des aliments, de façon à procéder à leur fragmentation, autorisant ainsi leur digestion. Le foie joue quel rôle d'abord? Le foie, c'est d'abord le laboratoire de l'organisme. Pourquoi vous appelez le foie laboratoire de l'organisme? Parce que le foie joue beaucoup de rôles. Donc à plusieurs fonctions. Il y a plusieurs fonctions. En ce qui nous concerne ce soir, c'est la production du liquide biliaire, c'est-à-dire de la bile, qui va participer à la bonne digestion et absorption de certains aliments, en particulier les aliments riches en graisse. Et ce foie, ce liquide biliaire fait partie également de la voie d'élimination des toxines de l'organisme. Ce qui fait qu'il y a certains facteurs ou phénomènes qui peuvent faire que ce liquide peut se compliquer avec la formation des calculs biliaires. Donc les caillots là, c'est formé essentiellement de quoi? Alors, non, il y a plusieurs types de... On peut dire qu'il y a plusieurs types de calculs. Oui, il y a plusieurs types de calculs. Il y a les calculs faits de cholestérol. Il y a les caillots formés... à base de cholestérol. Voilà. Il y a les calculs pigmentés ou des sels biliaires, les calculs de calcium et des calculs mixtes. Donc tout ça là, ce sont des variantes des calculs qui peuvent apparaître dans la vésicule biliaire. Et les plus fréquentes alors? Les plus fréquentes, ce sont les deux premiers, les calculs de cholestérol et les calculs pigmentés, ou les calculs de sels biliaires. En quoi on dit que ces calculs-là peuvent tuer en silence? Parce qu'à différence des calculs rénaux, plus de 80% des personnes étant porteurs des calculs biliaires ne le savent pas. Et généralement, ils se rendent compte lorsque la complication y est déjà. Donc les porteurs sont asymptomatiques. Les porteurs asymptomatiques, 80%. 80%. Seulement 20% manifestent des signes. Mais la grande majorité des porteurs sont des porteurs asymptomatiques. Comme c'est asymptomatique, qu'est-ce que vous recommandez déjà aux patients? Bon. Ou à la population en général? Voilà. À la population en général, il faut voir par rapport aux facteurs de risque. Par rapport aux facteurs de risque, d'abord les calculs vont apparaître dans tous les niveaux de la vie. Peuvent apparaître dans tous les niveaux de la vie. Donc, depuis chez le jeune enfant, c'est-à-dire le nourrisson, le jeune enfant, l'adolescent et l'adulte. Donc, dans toutes ces différentes catégories de la vie, nous pouvons avoir les calculs biliaires. Alors, pour mieux comprendre ça, que ce soit les calculs qui sont des types de cholestérol ou de sel biliaire, ou de calcium, ou même mixte. Voilà. Oui. On va donc essayer de les séparer en deux groupes qui sont les plus fréquents. Le premier groupe, c'est les calculs de cholestérol. Quels sont les facteurs de risque? En première position, nous avons l'obésité. L'obésité, c'est un des facteurs fondamentaux de formation des calculs biliaires à cause de la grande quantité de cholestérol que les obèses libèrent. Deuxièmement, nous avons, disons, la période, le jeûne prolongé. Alors, il est démontré que lorsque la vésicule biliaire reste longtemps sans être évacuée, cela entraîne une stase, c'est-à-dire une accumulation de la bile à son intérieur, qui généralement est accompagnée des substances toxiques et des déchets qu'on appelle en anglais les sludge. Et nous, en langue française, on dit la boue biliaire. Et cette boue biliaire va donc faciliter la formation des calculs. Nous avons également
le sédentarisme prolongé. Il y a une étude, même une étude américaine, ceux qui n'aiment pas bouger, manger, bouger, comme on dit, le sédentarisme, c'est des gens qui sont souvent inactifs, effectivement, qui ne font pas le sport, qui sont là. Tout à fait. À propos, il y a une étude épidémiologique américaine qui a été publiée récemment, qui dit qu'à partir d'un certain âge, c'est-à-dire les hommes et les femmes ayant atteint l'âge de 60 ans, lorsqu'ils passent plus de 40 heures assis leur écran de télévision pendant chaque semaine, ils ont 3 fois le risque de développer les calculs biliaires que les autres populations qui le font en moins de 6 heures. Ah, d'accord. Donc c'est un facteur très important dans la genèse des calculs. Nous avons certaines autres maladies, telles que le diabète. Donc l'excès de production des lipides et du cholestérol associés au diabète facilite la formation des calculs. Et il y a le jeûne prolongé, ou encore la perte de poids rapide. Par exemple, les femmes et les hommes qui adoptent des régimes diététiques dans le but de perdre rapidement le poids, on a démontré que ces personnes qui s'alimentent dans la journée à moins de 800 calories par jour ont un risque, je dis bien le risque, de 15 à 25% de développer les calculs biliaires, comparativement à d'autres personnes qui font le même régime, mais de façon progressive. Nous avons également le sexe. Le sexe féminin, par rapport à la présence des hormones sexuelles féminines, les hormones sexuelles féminines vont donc diminuer la motilité ou la tonicité, la force de contraction de la vésicule biliaire et empêchent ainsi à cette vésicule de se vider au moment venu. Ce qui fait que chaque fois qu'elle se vide, il y a toujours un reste de liquide à l'intérieur qui est le fond, généralement contenant beaucoup de... En forme de petit sac, la vésicule biliaire est un organe qui se situe sur le côté droit du corps, tout juste sous le foie. Son dérèglement peut être à l'origine d'une affection douloureuse, les calculs biliaires. Michel Casagnou, gastro-entérologue, revient sur les causes et les conséquences de ces cailloux. La vésicule biliaire, c'est une petite poche qui contient environ 10 ml d'un liquide qu'on appelle du liquide biliaire. La bile sert à la digestion. C'est elle qui permet l'absorption en fait, de ce qu'on appelle les nutriments, donc, et en particulier les lipides. Le liquide biliaire, quand il est déséquilibré, forme des calculs, donc des cailloux. Et à ce moment-là, ces cailloux peuvent se coincer dans un canal qu'on appelle le canal cholédoque, qui est juste après la vésicule biliaire, et entraînent des douleurs. Ce sont des violentes douleurs épigastriques au creux de l'estomac, ici, douleurs très violentes, ou des douleurs sur le côté droit. Après, peuvent s'y associer aussi ce qu'on appelle un ictère, c'est vulgairement appelé la jaunisse. Donc on a les yeux jaunes, les urines foncées et les selles décolorées. Lorsque les calculs se compliquent et provoquent de vives douleurs, 2 opérations sont nécessaires. Enlever la vésicule biliaire, soit le réservoir des calculs, et retirer le calcul bloqué en introduisant un tuyau par la bouche et en poussant le calcul jusqu'à l'intestin. Les calculs de la vésicule biliaire se soignent bien, surtout au début, devant des douleurs. Et lorsqu'il y a de la fièvre ou un ictère, c'est-à-dire les yeux jaunes, éventuellement associés à des vomissements, il faut savoir consulter son médecin rapidement. La lichase vésiculaire ou biliaire a des conséquences lorsque elle n'est pas traitée. Parmi ces conséquences, nous avons d'abord l'inflammation de la vésicule biliaire qui va donc provoquer ce qu'on appelle la cholécystite aiguë. C'est une pathologie d'urgence. Si, dans les 24-48 heures, le traitement adéquat n'est pas approprié, peut se compliquer avec une perforation qui entraînera donc une péritonite biliaire qui est pratiquement mortelle. Nous avons la cholangéite. C'est une inflammation et infection du contenu du liquide biliaire qui se trouve dans tous les canaux biliaires, qui généralement se complique avec une septicémie généralisée, qui est avec un pronostic vital assez réservé. Docteur, mettons un point sur les enfants drépanocytaires. Nous entendons souvent qu'il y a un lien étroit entre
les enfants ou les drépanocytaires et les vésicules biliaires, hein, donc les lithiases vésiculaires. La lithiase vésiculaire est l'une des plus grandes maladies qu'on retrouve chez les drépanocytaires. Pourquoi? Bon, effectivement, si vous nous avez suivis, c'est-à-dire, nous avions dit qu'il y a des calculs qui sont des types de cholestérol. Or, les drépanocytaires font des calculs des sels biliaires. Okay. Donc, les drépanoeux, quel est le problème? Parce qu'il y a un problème génétique de la malformation des hématies, des globules rouges qui adoptent la forme d'un poisson de lune. Et normalement, la vie d'un hématite, une fois que c'est produit, c'est 120 jours. Il circule dans l'organisme, c'est 120 jours les après. bacilles, donc les globules rouges. Le globule rouge. Il circule 120 jours à l'organisme, après, il se détruit. Or, chez les drépanoeux, pour la malformation que ces hématites ont, qui n'ont pas la forme arrondie, mais plutôt la forme en forme de croissant. En cause de croissant lune, qui sont rigides, ça fait que ça se détruit le plus rapidement possible. Et ce qui emmène à l'hémolyse. Donc l'hémolyse, l'hémolyse chronique. Et l'hémolyse chronique est quasi permanente. Ce qui donc produit beaucoup plus les sels biliaires. Et ce qui est à l'origine des calculs biliaires, quasi, donc 80% des enfants drépanocytaires. Ces calculs biliaires ou cette lithiase vésiculaire tuent en silence. Oui, ça fait partie des complications de la maladie. Mais le drépanoeux a bien d'autres choses, qui sont des crises thrombotiques occlusives, qui sont aussi des complications très gênantes qui généralement augmentent. Une recommandation pour tous qui sont drépano, on peut dire. Bon, s'il y a une recommandation à faire à propos, c'est que tout malade drépanoeux devrait passer un examen préalable de contrôle pour voir si au niveau de sa Quel est vésicule biliaire, l'examen type pour le diagnostic de ces calculs biliaires? Bon, l'examen le plus recommandé et pratiquement qui est inoffensif, c'est l'échographie des voies biliaires. L'échographie des voies biliaires. À partir de l'échographie des voies biliaires, on peut déjà mettre en évidence les calculs biliaires. Presque 100% du diagnostic des calculs biliaires, c'est fait à l'aide de l'échographie. Mais il y a certains cas de lithiases biliaires qui ne sont pas visibles à l'échographie par rapport à leur composition. En ce cas, on peut donc faire recours à d'autres techniques d'imagerie, comme l'IRM ou les scanners, qui ont beaucoup plus de sensibilité dans ce genre de situations spécifiques. Ces deux examens-là, l'IRM et le scanner, sont demandés spécifiquement lorsqu'on veut avoir une information spécifique. Mais sinon, pour faire un diagnostic des lithiases vésiculaires, c'est l'échographie. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler des calculs biliaires, une pathologie à 80% asymptomatique, mais qui tue en silence parce que lorsque le froid est atteint, alors l'organisme perd un laboratoire important dans son sein et qui normalement conduit à des situations déplorables qui sont souvent irréversibles. Et on a parlé de quelques facteurs de risque, dont l'obésité, l'inactivité physique, le diabète et bien d'autres. On a parlé également des drépanocytoses, la drépanocytose qui est une maladie qui quasiment favorise la formation de ces calculs biliaires. Et puis on a parlé également des pertes, ceux qui font souvent des régimes avec les régimes de perte de poids rapide, avec des pratiques quelquefois inappropriées. Et on a parlé également de ceux qui jeûnent, des jeûnes prolongés, souvent inappropriés à l'organisme. Il faut toujours regarder ses conséquences. On a également évoqué le problème des femmes. Alors, docteur, si on doit aujourd'hui parler de la prise en charge des vésicules biliaires, comment s'organise la prise en charge des vésicules biliaires? Donc, le traitement des vésicules biliaires, est-ce qu'il y a un traitement médicamenteux? Oui. D'abord, il faudra rappeler que les recommandations de ce qu'ils appellent Tokyo Guideline, depuis 1991, recommandent à ce que
le traitement des lithiases vésiculaires se fait lorsqu'elles sont symptomatiques. Okay? Mais, qu'à cela n'en tienne, il y a plusieurs étapes du traitement. Donc, il faut donc que le traitement se fasse quand c'est encore asymptomatique. La manifestation de la maladie n'est pas encore visible. Non. Les recommandations du Tokyo Guideline de 1992, qui n'ont pas changé jusqu'à l'heure, ne recommandent pas de façon systématique l'ablation de la vésicule biliaire lorsque celle-ci est asymptomatique. Mais par ailleurs, il y a de nouvelles études qui ont été faites, qui ont démontré que les malades porteurs des vésicules, des calculs biliaires dans les vésicules, asymptomatiques, ont 40% de développer des cancers de voies biliaires. Donc, à partir de ces données-là, la réglementation ou les recommandations ont changé. Ont évolué. Quand cela s'en tienne, il y a des traitements médicamenteux qui ont été entrepris. Par exemple, l'utilisation de certains types d'acides qu'on appelle, par exemple, les kédodésoxycholiques, qui ce sont des médicaments qu'on utilise pour dissoudre les calculs. Mais par rapport à la formation, c'est-à-dire l'origine de la formation, les différents types, il y a d'autres qui sont faits à base de sel biliaire, d'autres au cholestérol, d'autres le calcium, d'autres aussi mixtes. Ces médicaments prennent en compte l'ensemble de ces compositions? Voilà, c'est là où se trouvait le problème. Parce que lorsqu'on a commencé à utiliser ce genre de médicaments, on s'est rendu compte qu'il y avait des calculs qui résistaient et d'autres étaient facilement dissous. Mais le problème, c'est que pour que ce traitement soit appliqué, d'abord, il faut que la vésicule soit fonctionnelle. Parce que toutes les vésicules ne sont pas fonctionnelles. Et quand elles soient fonctionnelles, il faut qu'elles soient capables de se vider complètement. On constate que lorsque on a bien dissous les calculs, mais ces impuretés restent dans le fond de la vésicule, quand la vésicule se vide, ça ne vide pas complètement. Donc, ce qui reste, ça va toujours reconstituer les nouveaux calculs. Pour ça, ce traitement a été abandonné. Et donc, le traitement recommandé actuellement, c'est l'ablation de la vésicule biliaire, c'est-à-dire la cholécystectomie, qui a deux façons d'être faite. Soit la chirurgie conventionnelle, ce qu'on a toujours fait. La chirurgie conventionnelle, c'est-à-dire assez ouvert, avec une grande incision, avec toutes les conséquences qu'on connaît, peut-être on pourra en parler. Et la chirurgie endoscopique, qui fait partie des nouvelles technologies de traitement des calculs biliaires. Non seulement des calculs biliaires, mais d'autres pathologies également. L'ablation de la vésicule biliaire, qu'on appelle cholécystectomie, est généralement effectuée lorsqu'on constate la présence de calculs biliaires ou lors d'une inflammation de la vésicule biliaire. Les symptômes d'un trouble de la vésicule biliaire sont généralement des douleurs abdominales supérieures droites intermittentes qui apparaissent principalement lorsque des calculs biliaires bloquent temporairement l'un des deux conduits qui acheminent la bile de la vésicule biliaire à l'intestin. Si les calculs ne s'estompent pas, la vésicule biliaire peut gonfler, s'enflammer ou s'infecter, ce qui peut générer des symptômes plus graves encore, comme des nausées, des vomissements et de la fièvre. Les toutes nouvelles techniques laparoscopiques nécessitent uniquement des micro-incisions, ce qui réduit considérablement la période de récupération. Avant la procédure, une ligne intraveineuse est mise en place et vous pouvez recevoir un sédatif de façon à vous relaxer. La cholécystectomie laparoscopique est effectuée sous anesthésie générale, ce qui vous plonge dans le sommeil pendant la durée de l'opération. Cela permet de relâcher les muscles de la paroi abdominale et de donner davantage de place au chirurgien pour travailler. Un tuyau de respiration sera temporairement inséré à travers votre bouche et dans votre gorge pour vous aider à respirer pendant l'opération. On peut également placer un tube gastrique à travers votre bouche jusqu'à votre estomac, de façon à purger les liquides provenant de cette zone. Dans la plupart des cas, l'opération dure 30 à 60 minutes.
Pour accéder à votre vésicule biliaire et aux structures environnantes, votre chirurgien utilisera des instruments coupants nommés trocars pour effectuer une série d'incisions ou pores à travers la paroi abdominale. L'un de ces pores est généralement situé au niveau du nombril. Du dioxyde de carbone est ensuite pompé à travers le pore ombilical pour gonfler votre abdomen de façon à pouvoir observer plus facilement son contenu. Ensuite, votre chirurgien insère le laparoscope à travers le pore ombilical. Des images de sa caméra sont projetées sur un vidéoprojecteur dans la salle d'opération. En utilisant d'autres instruments insérés à travers les différents pores, votre chirurgien agrippe la vésicule biliaire, taille son artère principale et son conduit, la place dans un sac à échantillons et la retire à travers l'un des pores. Avant de retirer le laparoscope, votre chirurgien effectue une dernière observation des zones saignantes ou autres endommagements environnants. Lorsque le laparoscope est retiré, une soupape de porc reste brièvement en place pour permettre au dioxyde de carbone de s'échapper de l'abdomen. Enfin, les micro-incisions sont obturées à l'aide de points de suture ou agrafes et couvertes de pansements. Nous rappelons que nous sommes en train de parler des calculs biliaires ou des lithiases vésiculaires avec un chirurgien viscéral, un chirurgien digestif. Il s'agit de Dr Michel Franklin Mitsoma qui est ce soir avec nous en train d'évoquer cette pathologie asymptomatique, souvent et silencieuse, mais qui tue parce que ça touche le foie et l'ensemble des organes annexes et qui, généralement, au stade très avancé, le pronostic vital est toujours joué. Docteur, avant de parler du traitement, on a parlé de traitement médicamenteux qui a beaucoup d'inconvénients simplement parce qu'il faut que les voies biliaires soient vraiment fonctionnelles, il faut que le traitement répond aussi à la composition même de ces calculs. Il y a plusieurs inconvénients. Mais par contre, quand on parle du traitement recommandé, en réalité, c'est la chirurgie. Et vous avez évoqué deux types de chirurgie. La chirurgie conventionnelle, donc à ciel ouvert, et la chirurgie endoscopie, ou la celluliochirurgie, la nouvelle technologie. Avant d'évoquer, mais au stade avancé, comment se manifeste cette maladie-là, la lithiase vésiculaire? Nous disions que 80% des malades sont des porteurs asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils ne manifestent aucun signe. Voilà. Et le 20% restant sont symptomatiques. Les symptômes peuvent être variés. Mais le plus important, c'est les douleurs que nous appelons les coliques hépatiques, qui sont très intenses à un certain moment. Généralement, c'est lorsque un calcul dans la vésicule biliaire s'est mobilisé et s'est impacté au niveau du petit canal qu'on appelle le canal cystique ou encore la voie biliaire principale, empêche de cette façon donc l'évacuation de la bile. Cette bile va commencer à s'accumuler et ça fait donc une pression qui augmente qui va donc se manifester par la colique hépatique. Douleur la colique qui est vraiment intense. Il peut durer des minutes, voire même des heures, jusqu'à ce qu'on donne des médicaments, des réactions musculaires. Quelle est la fréquence journalière? Ça paraît une seule fois, la douleur, ou il y a plusieurs fois Elle varie par rapport au mouvement des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire. Donc, cela dépend des mouvements des calculs. Ça dépend parce que les calculs sont mobiles. Sont mobiles. C'est ça le danger. Les calculs sont mobiles. Donc, quand il y a un enclavement, la douleur peut durer même des heures, voire même des jours. Tant que ça ne descend pas dans la vésicule biliaire, le malade est toujours en souffrance. OK. Donc, alors ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des manifestations plus ou moins épigastralgie, qui sont beaucoup confondues aux crises c'est-à-dire de l'estomac. Voilà. Et que les gens se traitent de l'estomac, mais malheureusement, il y a toujours... Et c'est au cours d'un examen de routine qu'on se rend compte qu'il ne s'agissait pas de l'estomac, mais plutôt des calculs dans la voie biliaire. Il y a des intolérances à certains aliments, par exemple des aliments riches en graisse ou encore
des œufs qui donnent également souvent le les gens qui malaise. font des intolérances alimentaires du genre des aliments qui contiennent beaucoup de graisse ou les œufs, Oui. souvent il faut regarder du côté il faut de regarder. l'ithiase Voilà. vésiculaire. Alors, et il y a d'autres symptômes. C'est lorsqu'il apparaît certaines complications, Oh. telles que la cholécystite aiguë. En ce moment-là, la douleur, Donc l'inflammation... la douleur va s'accompagner avec l'apparition de la fièvre. Et que c'est très sensible à la palpation au niveau de la partie supérieure droite de notre quadrant abdominal, c'est-à-dire nous appelons en hypochondre droite, qui est très sensible. Et même il y a un signe spécifique lorsque la vésicule biliaire est très tendue, c'est le signe de morphie. Ok, donc on touche et ça fait vraiment beaucoup. Vraiment mal. Il y a des malheurs spécifiques pour ça. D'autres Donc, complications, voilà, docteur? d'autres complications, par exemple, la cholangite, c'est-à-dire l'inflammation et l'infection, non seulement de tout les voies biliaires principales, mais aussi du liquide qui est dedans. Donc le fluide va s'infecter, le plus souvent ce sont les granules négatives, comme les Escherichia coli, que rapidement peuvent se transformer à une septicémie généralisée si le traitement n'est pas fait à temps et avec les conséquences qui sont assez D'autres fâcheuses. complications comme le cancer de la vésicule, Le cancer de la vésicule biliaire. l'occlusion testinale, Voilà. comme vous avez déjà expliqué. Tout à fait. Voilà, il y a Même rupture. encore les pancréatites lithiasiques. Parce que les voies biliaires et les voies pancréatiques vont s'unir. Vont s'unir. Donc le Donc, quand il calcul y a peut se déplacer. pancréatite aiguë, là, en ce moment-là, le pancréas est touché, et avec l'inflammation du pancréas, avec d'autres maladies qui vont apparaître, comme le diabète et tout Tout ça, à fait. puisque le pancréas est l'organe qui sécrète l'insuline, qui lutte dans le cadre de l'élimination du sucre. Alors, revenons au traitement pour qu'on chute, docteur. Vous avez parlé du traitement, deux types de chirurgie, la chirurgie conventionnelle et la chirurgie endoscopique. La chirurgie conventionnelle à ciel ouvert, pourquoi vous dites qu'il y a beaucoup trop d'inconvénients? Est-ce qu'avec l'expertise, on ne peut pas quand même arriver à prendre en charge? D'abord, il faut dire qu'au niveau international, la chirurgie conventionnelle pour la lithiase vésiculaire a des indications spécifiques. Mais plus de 80%, c'est la chirurgie, c'est-à-dire chirurgie endoscopique. Pourquoi? Parce que la chirurgie conventionnelle, c'est-à-dire à ciel ouvert, a beaucoup d'inconvénients. Deuxièmement, vous avez besoin d'une large incision pour avoir accès à la vésicule biliaire qui est très profonde. Et encore, lorsque la personne est obèse, avec les tissus adipeux, toute la couche de graisse, ce n'est pas toujours facile. Deuxièmement, une fois l'accès arrivé, mais la visibilité est limitée. Parce que le champ est très petit, c'est profond, ce n'est pas facile. Troisièmement, il y a le retard dans la reprise alimentaire. Un malade opéré de ce jour conventionnel par lithiase vésiculaire, il a au minimum, je dis bien au minimum, 4 jours pour qu'il peut commencer à s'alimenter avec les liquides, jusqu'à ce que le pétatisme intestinal en ce qui reprenne. concerne la chirurgie conventionnelle chez les enfants ou les malades drépanocytaires, est-ce que c'est vraiment une bonne indication pour eux, compte tenu déjà des problèmes qu'ils ont, des problèmes de sang, que ça soit pour falciformation des hématies ou bien des globules rouges? Que ce soit pour les malades drépanocytaires ou les malades communs, ce n'est pas la bonne indication de la chirurgie conventionnelle. Il y a des exceptions spécifiquement. Donc, si vous me permettez, pour dire qu'il y a le risque énorme de saignement et des complications avec la chirurgie conventionnelle. Ce qui est pratiquement nul dans l'autre côté. Donc, alors, ces malades-là, une fois opérés, il y a l'hospitalisation qui est très prolongée. Contrairement à la chirurgie conventionnelle, déjà, vous n'avez pratiquement pas de cicatrices. Non, contrairement à la chirurgie endoscopique. À ce genre d'endoscopie, Oui, voilà. mais revenons d'abord à la chirurgie conventionnelle. Donc, c'est quand même faisable. C'est mon faisable. Mais Alors, sauf que, à cause de ces complications, la localisation de l'organe, la limitation du champ et l'incision qui va donner des cicatrices assez Disgracieuses, oui. disgracieuses,
Et puis, il y a la reprise aussi, qui a beaucoup de facteurs. Il y Le a risque infectieux. des sujets qui sont très fragiles du point de vue santé. Donc, tout ça là, vous pensez que, même si c'est faisable, à cause aujourd'hui de la nouvelle technologie, donc la chirurgie endoscopique ou la cellullochirurgie, mieux vaut le faire donc avec la cellullochirurgie. Non, il n'y a pas de discussion là-dessus. Bon, quel est l'avantage de la cellullochirurgie ou la chirurgie endoscopique dans ce domaine-là? Alors, c'est clair, c'est net et clair. Le premier, c'est que vous n'avez pratiquement pas de cicatrices. Je dis bien pratiquement pas de cicatrices. Parce que la pénétration de la cavité abdominale se fait avec des petites incisions de 1 à 2 cm maximum pour introduire les caméras. Deuxièmement, vous avez une visibilité très nette avec la distinction de toutes les structures anatomiques qui sont autour. Donc ça permet au chirurgien de bien réaliser son acte parce qu'il voit et il distingue très bien les éléments. Troisièmement, il n'y a pratiquement pas le risque de saignement. Le risque de saignement est pratiquement nul. Quatrièmement, le risque infectieux est pratiquement nul. Et cinquièmement, lorsque la malade est opérée, il reprend son alimentation 6 heures après. Donc 6 heures après, le malade commence à s'alimenter. Contrairement à la chirurgie conventionnelle qu'il faut attendre au moins 4 jours au minimum. Et donc, pour les lithiases ou les calculs biliaires, il est question, donc, le meilleur traitement, c'est la chirurgie et la chirurgie endoscopique. La chirurgie endoscopique. Oui, ça se fait actuellement à Brazzaville, c'est vrai, dans des centres comme la clinique Joséphine Adé, qui est située à Talangaï, ça se fait. Lorsque le malade est opéré par chirurgie conventionnelle, il a au minimum, j'ai dit 8, 10 voire même 12 jours d'hospitalisation. Mais chaque jour, il faut payer l'hôpital, il faut payer les ordonnances, il faut payer tout ce qui suit. En dehors de ce que vous avez payé comme médicaments pendant l'intervention, les médicaments, l'ordonnance d'anesthésie, l'ordonnance de chirurgie et les ordonnances qui tombent chaque jour. Et pire encore, si vous avez une complication qui s'est produite, le séjour va se prolonger. Donc vous avez dépensé encore plus. Par contre, quand vous faites opérer par chirurgie endoscopique, vous n'avez que 24 heures à l'hôpital. Donc on s'opère aujourd'hui, on rentre aujourd'hui, on passe la nuit, le lendemain vous êtes pas opéré et le surlendemain vous êtes parti. Donc en réalité, comment faire pour vous voir, puisque vous vantez cette pratique qui est d'ailleurs salvatrice, c'est vrai, mais comment faire pour vous voir, docteur Michel Franklin Missomoy? Mais je crois que, bon, je ne sais pas, mais nous on est connus, on est au CHU de Brazzaville, on est une chirurgie polyvalente, c'est un hôpital public, là où tout le monde, tous les médecins, on peut les retrouver là-bas, mais dans les heures privées également, on peut nous trouver dans certains centres privés tels à Joséphine Adé, et on peut aussi nous trouver là-bas. Ok. Et vous avez donc le contact de docteur sur le bas de votre écran en résumé. Et si on doit donc résumer, docteur, qu'est-ce que vous allez dire en 3 recommandations aux populations concernant cette pathologie asymptomatique, mais tueuse? En guise de, peut-être pas de recommandation, mais de signalement, je dirais que, chaque fois que vous êtes porteur d'une lithiase vésiculaire, consultez le médecin, même quand celle-ci est asymptomatique. Parce que les conséquences qui peuvent dériver de cela peuvent être plus dangereuses que lorsque on se fait pas opérer. 2, il faut que les experts, les médecins sachent et informent aux médecins, aux malades, les 2 possibilités de se faire opérer. Parce qu'on a l'impression que la médecine avance, les technologies avancent, mais nous, en tant que... On est en retard. On est toujours en retard. Et 3, c'est que, comparativement, c'est la meilleure indication possible parce que la récupération est très nette et il y a moins de risques de complications et le retour dans l'activité quotidienne est très rapide. Mesdames et messieurs, on a parlé ce soir des lithiases ou des calculs biliaires, une pathologie asymptomatique pour 80%, 20% seulement présentent quelques symptômes, mais c'est une pathologie tueuse simplement parce que l'organe qui est touché, c'est le foie. Et lorsque le foie est touché, la manifestation des pathologies liées au foie est souvent joue sur le pronostic vital. Et vous avez compris qu'aujourd'hui au Congo, on peut prendre en charge ces lithiases
ou ces calculs biliaires par la voie, la chirurgie endoscopique, qui est déjà faisable dans notre pays. Et le docteur Michel Franklin Mutsomo est parmi ces chirurgiens spécialistes dans ce domaine-là. Le Congo avance dans le domaine de la santé, ne reculons pas, éradiquons les pathologies qui peuvent nous causer du tort. Et souvent, et très souvent, on parlera de la sorcellerie au lieu de la prévention. Merci, au revoir et au prochain numéro.